Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est dans cette émission qu'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. On est en plein cœur du festival d'Angoulême pour ce nouvel épisode de notre série d'entretiens bilan 2024 et perspective 2025. Et après avoir reçu déjà pas mal de monde, on est de retour avec les messieurs de Panini Comics. Jean-François Schmitt, tu es de retour dans le podcast. Salut. Salut Arnaud. Et il y a également Émile Marambert avec nous. Salut Émile. Salut Arnaud. Alors déjà ravi de vous retrouver dans ces conditions un peu ubuesques. C'est pour ça qu'à chaque fois je suis très content que mes podcasts ne sont pas filmés puisque faire une interview à côté d'un lavabo, on dirait qu'on est presque dans des chiottes, quoi. J'ai vu des vidéos urbex que t'es plus accueillante. Ouais, c'est ça. Non, mais après, big up aux nanas qui organisent. C'est pas assez compliqué de gérer des interviews pour je sais pas combien de médias pendant le festival. Mais bref, vous allez bien quand même depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Bah écoute, ouais, ça va. Il y a pile un an en fait, complètement. De toute façon, dans le cadre de cette série thématique, je commence toujours par la question très générale qui me permettra aussi après d'aller dans différents axes. Comment ça s'est passé 2024 pour Panini Comics, vraiment du côté des publications américaines, hein, pas parce que le manga. Voilà, le manga c'est pour les amateurs de mangas. Hein. Tu veux qu'on parle du coup directement Panini ou tu veux qu'on parle d'abord du marché? Tiens, oui, t'as raison. Rapide, en fait, traversons du plus large au plus précis. Donc, commençons avec le marché. Tu fais bien de me rediriger, JF. Donc du coup, marché du comics. Donc, on regarde en fait aujourd'hui le marché de la bande dessinée. Donc, sur 2024, donc c'est un marché qui est en baisse. Et le marché du comics, donc il reste toujours un marché niche à 5% environ, et en positif sur à fin 2024. Et quand on regarde, en fait, c'est lié en fait à des parutions qu'il y a eu en fin d'année, notamment chez Monsieur Toussaint Louverture. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Exactement. Un gros album et aussi vendu à un très gros prix, ce qui fait que, oui, effectivement, le segment comics est le seul à être en positif, mais parce que, en fait, il y a un prix plus élevé en général. Exactement. Qui entraîne donc des valeurs plus élevées. Mais aussi, moi, ce que j'aime, c'est les monstres, qui est techniquement du comics, mais qui n'est pas du tout vu comme du comics par les 60 000 personnes qui l'ont acheté. Et après, voilà, pour rentrer nous sur l'éditeur Panini, donc on finit un peu en négatif, mais on va dire, si on prend les trois principaux du marché du comics, on est celui qui régresse le moins. Donc on a une régression un peu plus supérieure à moins 2%. En volume ou en valeur? En valeur. Voilà. Et voilà, donc du coup, on va dire que dans ce contexte, c'était quand même compliqué. Donc plutôt content. Et pour faire le lien avec l'année dernière, donc on accusé un retard qui était beaucoup plus important au début d'année 2024 et qu'on a grappillé sur la fin d'année, lié en fait à des sorties qu'on attendait avec impatience. Donc on avait teasé en fait les sorties lors du dernier podcast. Donc c'était à savoir Ultimate Universe, Gods, Avengers Twilight. Donc et à ça est venu se rajouter quelques petites surprises comme l'édition noir et blanc de Wolverine Arme X, voilà, qui a plutôt bien fonctionné. Mais voilà, en tout cas pour faire un bref overview du marché et de la situation de Panini à la fin de l'année 2024. Et comment t'expliques le fait que cette régression était plus importante l'année dernière et que vous ayez pu la rattraper? C'est juste parce que les trois titres là que tu viens de nommer ont vraiment entraîné un mouvement? Il n'y a pas eu d'autres phénomènes au cours de l'année? En fait, ce qui se passe, c'est que on le savait, hein, nous, quand on a construit notre planning éditorial, donc on est quand même dépendant en fait des contenus qui sortent aux US, et on sait que le début d'année, voilà, on avait un planning qui était plus plus faible et qu'on allait monter crescendo parce que voilà, Marvel avait annoncé notamment aux US, voilà, la sortie le retour de l'univers Ultimate, Gods, et donc nous on attendait voilà la sortie des Tipeee américains, notamment sur Gods et Avengers Twilight, pour programmer en fait nos parutions, et on savait qu'on allait les programmer sur les 3 derniers mois de l'année, et c'était des titres sur lesquels on avait voilà des enjeux très importants, et voilà, donc c'est ce qu'on avait en plus présenté à notre diffuseur. C'est le planning qu'on lui avait vendu et la physionomie en fait d'événements en fait qui à la fin ont permis de rattraper une bonne partie de notre retard accumulé en début d'année. Quand tu dis le diffuseur, c'est donc la personne qui est chargée de présenter les titres auprès des libraires. Exactement. Voilà, qui en fait
on serait rien en fait, parce que on a beau de notre côté travailler nos plannings, et si on n'a pas une équipe de représentants qui va démarcher les clients pour présenter nos programmes, notre catalogue et aller chercher des commandes en fait pour qu'on soit présent en point de vente, c'est la finalité, c'est le dernier kilomètre et c'est celui qui est le plus important aujourd'hui. Est-ce que vous avez réduit un petit peu le volume de publication? On en avait parlé que notamment sur les années lues, il y avait une petite réduction en 2024. Est-ce que c'est quelque chose d'autre que vous avez fait sur les autres différentes collections que vous avez, que ce soit donc 100%, de luxe, must-have? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que vous avez dû ajuster en cours d'année face à un marché qui, comme tu le disais, en fait, ça fait 2-3 ans que c'est devenu difficile de façon générale, et pour tout le secteur de la BD aussi, après les glorieuses années Covid. On a surtout rationalisé les collections. En fait, c'est un message qu'on fait beaucoup passer aux diffuseurs. Ça va être de justement programmer donc des titres qui ont vraiment un objectif, c'est-à-dire du coup publier un titre inédit, viser un public ou un lectorat différent. Et donc on a essayé vraiment de rationaliser aussi les collections pour éviter qu'il y ait des collections qui se mangent entre elles. Et c'est aussi pour ça qu'on a quelques collections aussi qu'on a arrêtées en fait au cours de 2024. Et qu'on a arrêté aussi pour des raisons purement financières aussi. Après, sortir une collection et se rendre compte que certains titres s'écoulent à 500 exemplaires. Quand on met les chiffres dans nos tableaux Excel, mine de rien, c'est ce qui drive aussi un peu notre activité. Ça drive notre activité. Et donc l'idée, c'est générer un peu de rentabilité. Et sur des collections, je pense notamment aux Epic Collection, qu'on a tenté sur Marvel, et on n'a pas réussi à y trouver le lectorat qu'on recherchait, parce qu'on pense, et je pense à juste titre, qu'on vient en fait en concurrence d'une collection qui est chez nous installée depuis très 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 longtemps, qui sont les intégrales, les Marvel classiques. Et donc du coup, quand on se retrouve à vendre 500 exemplaires, on peut pas continuer. En fait, c'est même pas un seul titre, c'est chaque parution en fait, c'était le même niveau de vente. Donc à un moment donné, on a tenté, et il faut savoir accepter que une collection ne puisse pas trouver son public et sa place en point de vente, et donc l'arrêter, parce que aujourd'hui, dans le contexte actuel, je pense que nos libraires ont besoin qu'on fasse aussi un petit peu ce ménage pour éviter d'immobiliser de l'argent en fait sur de l'achat de livres qui vont pas écouler. Donc ça fait toujours on est toujours triste d'arrêter des choses, mais des fois il faut savoir le faire. Après, est-ce que vu qu'on parle donc vraiment du fait qu'il y aura plus d'Epic à terme, ou peut-être pour toujours, si l'humanité s'arrête très, très, très bientôt, mais est-ce que vous pensez effectivement qu'il y avait à la fois ce côté doublon par rapport aux Marvel Classics, enfin les intégrales, et est-ce que le côté aussi d'avoir en fait des récits qui étaient disparates, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment bien aussi se dire que quand tu commences une collection, tu veux un tome 1 puis la suite un tome 2, alors que là en fait c'est des récits à piocher techniquement, mais que c'est pas en fait des habitudes de lecture, alors que par rapport notamment à la période temporelle aussi, parce que c'était des récits plutôt anciens, on va dire. En fait, que les gens qui aiment les récits anciens sont pas trop habitués à vouloir picorer à droite à gauche, et préfèrent quelque chose justement qui fasse une intégrale en fait vraiment. Et comme dit, dans ce cas-là, la collection elle était déjà là. Je crois que c'était déjà les éléments qu'on avait avancés à l'époque. Un petit peu. Dernier, en fait, vous posiez la question. Il y a eu, entre-temps, dans l'enregistrement du podcast, il y a quelques tomes qui sont sortis. Puis après, effectivement, on n'en a plus. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent ne sont pas surpris. Oui, non, bien sûr, c'est pas une surprise. Mais disons que, comme l'analyse reste la même. C'est-à-dire que oui, alors au-delà du côté des ventes, il y avait aussi ce côté de... nous, c'était une collection qu'on a vraiment vue comme les must-have des intégrales. Parce que justement, d'avoir... là, on va arriver sur les 60e volumes de l'intégrale X-Men. Donc, c'est un truc qui est énorme et ça peut faire peur dans un magasin de savoir par où commencer. Donc, spoiler, pas forcément par le début. Et l'Epic, nous, on le voyait vraiment comme un must-have. C'est pour ça qu'on avait la charte graphique des must-have sur la version cartonnée pour que les gens qui avaient les must-have puissent se dire, bon, voilà, les must-have, c'est plutôt des récits modernes. Qu'est-ce que je peux piocher comme gros bottin classique, du coup, dans cette même charte-là? Et malheureusement, ça n'a pas forcément été perçu comme ça. Et les personnes qui auraient pu t'intéresser attendaient, pour les séries qui les intéressent, déjà l'intégrale qui allait venir. Donc du coup, pour le Fantastic Four, qu'on a publié le Simonson, par exemple, ceux qui suivent l'intégrale Fantastic Four, ils se sont dit, quitte à attendre 4 ans, je préfère attendre d'avoir la même charte graphique pour l'avoir. Et derrière, le lectorat qui était visé, en tout cas, par cette collection-là, n'a pas été là. Donc du coup, d'où l'arrêt aussi, quoi. Ouais, parce que ça, c'est un truc qu'on s'était dit déjà l'année dernière, mais dans votre façon de fonctionner, en fait, vous ne visez pas tout le monde avec chaque collection. L'idée, c'est que vous dites pas que un lecteur en tant que tel va prendre tout ce qui sort par mois.
ce qui est de toute façon a priori mathématiquement impossible, sauf à moins d'être très fan riche, hardcore. Et j'en ai déjà vu déjà, et encore récemment hier sur le stand. Oui, parce que c'est vrai qu'on est sur le FIBD. Vous écoutez, enfin vous avez des retours justement sur cette collection, particulièrement sur les Epic. Est-ce que les gens ils viennent vous voir en disant ah c'est dommage quand même, moi je faisais partie de ceux qui suivaient, ou il y a pas trop de retours sur non, pas du tout. Après voilà, il y a des gens, voilà, on voit des retours sur les réseaux sociaux, mais ça reste voilà une minorité entre guillemets en fait par rapport à l'ensemble en fait des personnes, et on parle de 400 à 500 personnes qui achetaient voilà ces titres-là. Donc mais c'est intéressant parce que pour vous, donc ça c'est-à-dire que c'est pas un bon chiffre, ce que je peux entendre. En général, juste si vous avez des ordres de grandeur sur un tirage d'un album et le nombre de lecteurs que vous jugez satisfaisant pour une publication, est-ce que ça c'est juste pour qu'on se rende compte en fait, on comprend donc que moins d'1 millier de lecteurs, du coup, c'est pas bien, quoi. Exactement. En fait, aujourd'hui, c'est un peu, il y a quand même beaucoup de titres du catalogue qui sont tirés entre 2000 et 2500 exemplaires et qu'on va vendre aux alentours de 1500 exemplaires. Mais encore une fois, c'est vraiment une réponse très simple parce que il y a beaucoup de facteurs qui vont dépendre. Est-ce que c'est déjà de la réédition? Est-ce que c'est un contenu? Je pensais du coup en nouveauté, en nouveauté pure, d'ailleurs. Okay. En nouveauté pure, par exemple, si je prends le premier tirage d'Ultimate Universe, on a tiré 8000 exemplaires du blind pack, sans compter la couverture cartonnée. Et on a fait sold out. Donc on a fait sold out. Donc on a en fait, mais tout comme certains de nos confrères en fait, on a des titres qui sortent du lot et qui sont capables de vendre beaucoup. Mais à côté de ça, en fait, on a besoin de titres qui sont plus petits, et c'est l'accumulation de tout ça, parce qu'en fait les gens nous reprochent de sortir beaucoup de choses, mais c'était ma question subsidiaire, c'était de se dire, mais du coup par rapport à ceux qui ont notamment les plus faibles tirages et qui certes vont contenter quand même certaines personnes, mais qui ne sont mathématiquement pas assez pour faire vivre l'ensemble de votre entreprise, est-ce que dans ces optiques de rationalisation, l'idée ce serait pas aussi simplement de réduire en fait le nombre d'albums par mois pour avoir cette rationalisation? Le problème que ça entraîne, c'est que ça entraînera aussi du coup une perte de la variété en fait de titres qu'on peut publier. C'est-à-dire que quand tu as un Ghost Rider de Benjamin Versi, c'est pas forcément le best-seller du siècle, mais c'est un titre qui vend suffisamment pour arriver à exister. Pareil pour le Moon Knight de Jed McKay aussi, qui est peut-être une des séries Moon Knight qui marche le mieux, même par rapport à des Deluxe qu'on a pu sortir. Et voilà, c'est pas encore une fois un best-seller, mais c'est un titre qui a le mérite d'exister et qui est très bien. Enfin, je trouve graphiquement, il a même fait émerger un dessinateur qui maintenant est propulsé sur Ultimate Wolverine. Donc il y a beaucoup de séries comme ça, ou le Hulk de pareil dessiné par Nick Klein. Plein de micro-séries comme ça qui serait dommage de pas publier parce que ça permet de montrer une diversité éditoriale qu'il y a chez Marvel, dont on n'est pas forcément présent. Dont on n'est pas forcément conscient, pardon. Mais je trouve que aussi, on comment dire, tant qu'on arrive à maintenir à ces titres-là l'équilibre, c'est pas toujours le cas, hein, mais du coup d'arriver aussi à sortir ces petites séries-là, ça nous permet aussi du coup d'arriver à montrer que Marvel c'est pas que Spider-Man, Avengers, comme ce que des fois, je crois que du coup François Hercott en a parlé dans le podcast d'Urban Comics, on leur reproche de sortir que du Batman, mais après quand ils sortent autre chose, ça ne marche pas forcément. Donc aussi, nous on est content qu'on arrive à faire aussi exister cette diversité-là chez nous. Et je trouve que c'est aussi une chance. Donc non, tout à fait. Et aujourd'hui, la production américaine sur Marvel est quand même pléthorique. En fait, j'ai une sélection. Et on fait déjà une sélection par rapport à ça, et on a quand même besoin de sortir ces titres-là parce qu'on a des obligations vis-à-vis de notre ayant droit. Donc on fait. Et quand je me compare moi par rapport à mes autres collègues Panini dans d'autres filiales, je prends le marché italien. Le marché italien a une production encore plus importante que nous. Ils sortent beaucoup plus de titres que nous. Mais après, c'est parce que eux, on me demande de faire autant de titres que les Italiens, et j'essaie de dire non, je peux pas. Mais parce qu'après, et ça, tu nous l'avais un peu évoqué l'année dernière, c'est que le modus operandi du marché italien, c'est la base du kiosque. Alors que nous, c'est ça de l'album en librairie, parce que c'est très différent. Donc, j'imagine que ils font plus de titres, mais ils font plus d'omnibus que nous, par exemple. La production d'omnibus est encore plus importante, parce qu'en fait, ils ont une production kiosque importante, mais ils ont une production librairie aussi très importante. Et les omnibus, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est encore plus important que le nombre d'omnibus qu'on peut nous sortir en France. Et c'est quelque chose qui est assez important. Et en Espagne, c'est pareil. Et donc c'est pour ça. Et donc on fait nous déjà en fait pas mal on bloque pas mal de choses par rapport à nos collègues, parce que voilà, on peut pas non plus tout sortir, et tout n'a pas forcément le potentiel. Je sais que tu adorais qu'on publie It's Jeff.
j'adorerais aussi. Oui, voilà. C'est vrai, tu le sais. Mais voilà. Et Marvel Miao aussi. Et il y a Marvel Miao, je vous en avais parlé l'an dernier, et entre-temps, effectivement, il y a East Jeff, mais d'autant plus parce que, bon, ça va me faire plein de détours, mais parce que, par contre, vous avez remis en avant plus la gamme Marvel Kids, et j'aurais envie de dire qu'entre les Marvel Kids ou même le Marvel Manga, hein, East Jeff en souple, sympa, non, mais puis désolé, mais super mini-série, hein, moi j'adore, hein, c'est one shot, je me fais, voilà, j'ai relu il y a pas longtemps, et voilà, moi je m'interroge, hein, mais bon, on sait jamais, hein. L'année dernière, tu nous as fait 2 demandes et elles ont été exaucées en fin d'année, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai aussi. Mais je n'ai pas, c'est peut-être pas un pouvoir magique que les gens croient pas que ça marche comme ça. Mais par contre, il y avait une question plus générale. Maintenant que tu évoquais un petit peu juste les autres branches, vous avez des réunions avec tous les responsables des différentes branches pour différents pays, afin de, alors soit de coordonner peut-être certaines publications, ou justement pour faire le point sur qu'est-ce qui marche chez vous, qu'est-ce qui marche pas chez vous, parce que on peut s'interroger aussi de savoir pourquoi en Italie il y aurait plus d'omnibus et pourquoi en Espagne le kiosque fonctionne toujours autant, pourquoi chez nous les albums sont tous dans un modèle plutôt cartonné. Et je sais pas après, en fonction des niveaux de vie et du coup du travail là-bas, comment sont ajustés aussi les grilles tarifaires, par exemple, comment c'est géré tout ça? Non, en fait, en tout cas, oui, des réunions, on a des réunions déjà éditoriales, notamment sur Marvel, où on passe en revue les publications à venir pour identifier en fait au sein de ces publications celles qui seront voilà très importantes pour nous et réfléchir aussi à la façon de les publier, de voir comment les collègues vont publier ces séries-là, voir si on peut adopter le même mode opératoire ou si on va adopter un mode opératoire différent et on partage aussi nos best practices. C'est-à-dire un pays qui va avoir une initiative, par exemple quand on a lancé le Daredevil Yellow en édition définitive, avec la couverture simili-cuir, avec marquage à chaud. Voilà, le marquage à chaud. Ça a été une bonne surprise pour nous en fait d'avoir ce livre objet, et donc c'est quelque chose qui a un peu intrigué nos collègues, on vient de le réimprimer. Le Spider-Man Blue en fait qu'on a lancé en fin d'année, on va bientôt le réimprimer aussi, et on parle d'ouvrages qui sont quand même vendus 40 euros. Un peu moins de 40, 39,95 très exactement, ou 39,99. Monsieur Tatillon est de retour avec nous. C'est les gens de l'Est, tu sais, c'est les gens de l'Est, un peu chiant en fait. Et donc voilà, donc du coup on partage en fait ces best practices. Par exemple, quand on a sorti le blind pack sur Miles Morales à l'époque sur le tome 1, c'est parce que nos collègues italiens avaient fait une opération similaire. Ils nous ont partagé les résultats, on trouvait ça super intéressant. Il y avait des retours sur leurs réseaux sociaux de la communauté qui étaient super positifs. Ou l'édition Prestige aussi en Italie. Voilà. Et donc on s'est dit, voilà, testons. Et donc c'est génial en fait, c'est un peu la richesse, parce que dans chacun des pays où on est présent, on a des passionnés qui travaillent sur les licences qu'on représente, et chacun avec ses idées, et donc du coup il se crée une émulation un peu positive, et ça permet de sortir des fois des projets qui sont inattendus, et un peu comme entre éditeurs, en fait, on stimule, c'est-à-dire un éditeur qui va faire un truc, qui va être repris par un autre, et inversement, en fait. Et c'est bien. Je trouve que ça permet, de faire avancer les choses positivement, et je trouve que c'est toujours intéressant d'apprendre, les uns des autres. Ok. Point kiosque pour le coup. Kiosque en France, oui. Il y a des trimestriels, il y en avait 3. Cette année, il y en a plus qu'un. Oui. Comment on explique ça autrement que ça t'est pas vendu? Non, mais le kiosque, ça reste très compliqué. Qu'est-ce qui fait que c'est toujours compliqué en France? Déjà, je crois qu'on l'avait déjà aussi évoqué. Il faut se dire que quand tu fais du kiosque, il faut t'attendre à avoir énormément d'invendus. Ouais. C'est du coup pour faire les mêmes, t'imprimes beaucoup plus pour faire les mêmes niveaux de vente sur une revue en librairie versus une revue en kiosque. Il faut que t'imprimes, je sais plus, ça va dépendre des fois, mais 3, 4, 5 fois plus quoi. En fait, si je donne un exemple très concret, en fait, les parutions au kiosque qu'on a arrêtées récemment, sur la fin, on était sur des taux d'invendus à 80%. Et on parle de petits tirages. Donc, quand on nous retourne 80% de ce qu'on a imprimé sur un tout petit tirage, ça veut dire qu'on a vendu 20%. C'est pas énorme. Et qu'on compare à côté de ça au taux de retour qu'on peut avoir en librairie, on est sur des taux de retour, c'est variable selon les titres, mais qui sont nettement inférieurs. Donc, forcément, on est économiquement parlant,
on n'y arrive pas. On essaie. Certains de nos concurrents ont essayé, sont vite sortis. C'est un marché qui est très compliqué et le marché a évolué en fait. C'est-à-dire que on nous demande souvent quand est-ce que vous allez revenir en kiosque, etc. C'était bien à l'époque, et voilà. Mais aujourd'hui, économiquement parlant, le contexte fait que on peut pas. Et même dans les pays où il y a encore du kiosque, je pense notamment en Italie, par exemple Blood Hunt, l'édition, je crois que c'est la version Red Band, elle a 8 €. Juste le numéro, Red Band. Donc est-ce que c'est si enviable que ça finalement d'avoir juste un numéro à 8 €? Je suis pas forcément sûr, par exemple. C'est juste deux single issues comme ça. C'est ok, oui, bravo. Bon, c'est, j'ai envie de dire, les tarifs américains sont parfois aussi assez absurdes. Mais après, j'imagine que c'est du soft, la couverture, c'est pas un floppy, il y a un petit dos, petit dos. Ils sont un peu agrafés, parce que Mathéo, notre coordinateur éditorial Marvel, m'a ramené pour me montrer ce qu'il va le faire signer Pepe Larraz. D'accord. Et du coup, qui continue d'acheter son casque en Italie. Et il montrait en fait, et du coup, c'est une belle maquette avec un petit fait métallisé, mais ça reste un seul numéro, à 8 €. Donc aussi pareil, parce que finalement quand on nous dit quand est-ce que vous revenez en kiosque, on pense souvent aussi quand est-ce que vous allez. Mais après quand on vous dit le truc c'est que quand on vous demande quand est-ce que vous revenez au kiosque, on vous demande pas les trimestriels de vieillerie, mais quand est-ce que vous faites de la nouveauté en fait vraiment et de l'inédit notamment en kiosque. Le problème c'est que à mon avis aujourd'hui, si on commence à faire ça, on coupe le business qu'on a en librairie aujourd'hui, qui est entre guillemets quelque chose de palpable, dont on est sûr, on sait comment ça fonctionne. Demain, en fait, repartir en presse, c'est-à-dire sur des petits formats avec des séries très longues, parce que ça ferait plus de numéros, parce qu'il faut quand même, en presse, il y a un point important. Tu penses pas que le prix qui est important en presse, et à un moment donné, pour atteindre le niveau de volume, quand je vois les volumes actuels, pour moi, je sais déjà dès le départ que c'est quelque chose d'utopique en fait. Parce que je veux dire, vous l'aviez fait à un moment des MOOC Marvel Heroes qui étaient à forte pagination, équivalente au Marvel Comics que vous sortez actuellement. Ouais. Donc on vendait 3000 exemplaires et aujourd'hui on vend plus de Marvel Comics que de Marvel Heroes à l'époque. Oui, après parce que Marvel Heroes c'était, je vais te laisser répondre, mais parce que Marvel Heroes c'était aussi des trucs très secondaires, c'était pas le Amazing Spider-Man ou le Avengers qui c'était des séries, se vendaient plus que le Marvel Heroes forcément. L'idée c'est de savoir est-ce que ce genre de choses là, même de rescinder Marvel Comics en deux pour refaire quelque chose qui n'aurait que Spider-Man avec lui d'un côté et que les Avengers et affiliés aux autres, ça c'est pas des choses qui vous paraissent faisables? Aujourd'hui, je dirais. C'est un fantasme, c'est une question un peu rhétorique parce que il y a des papiers qui ont été faits, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites là-dessus, donc mais c'est des choses qui malgré tout continuent de revenir en fait dans les discussions, et quand on voit quand même qu'un trimestriel, même si c'était de la réédition, vous pouviez les sortir à un prix hyper attractif, forcément il y a des questions qui peuvent se poser de nouveau. Disons que pour la dernière fois qu'on a essayé de séparer Spider-Man et les séries Avengers, donc on va dire, je crois qu'il y avait Thor, Iron Man et Avengers de Aaron. Donc c'était des revues qui étaient à 7 €, donc certes en librairie, mais c'était l'équivalent qui n'a pas marché, que ça arrêtait très vite. Donc disons que le seul exemple récent qu'on ait de deux revues qui soient séparées, ça n'a pas marché. Donc ça me paraît compliqué dans un contexte où justement, si on voulait faire un Marvel Comics en kiosque et le séparer en deux, bon, tu vois, il y a un historique qui est défavorable déjà, et pour le tirage, je saurais pas trop où aller. Et l'autre aussi point que je voulais aborder, c'est aussi que tout simplement, pour avec des collègues m'occuper du réglage. C'est-à-dire, du coup, quand tu poses ton titre en fait en presse, très concrètement, en fait, tu te bases sur un historique. Là, l'historique qu'on a, c'est un historique qui est basé pour le moment sur des sur des parutions anthologiques vintage. Et nos historiques qu'on a de prépublication de titres inédits remontent à un petit moment, 2019. Avec un secteur de la presse qui a beaucoup bougé, beaucoup de points de vente confirmés, aussi une grosse concentration dans beaucoup de points de vente, notamment il y a beaucoup de relais, il y a pas mal de points de vente confirmés, et en fait aussi il y a ce côté où, comme disait Jean-François, c'est du coup chez Hachette on a tout de suite les retours sur les flux dès le 2e jour, 3e jour. GFK on a les ventes au bout d'une semaine, on a une vision quand même court terme qui est beaucoup plus facile pour après s'adapter pour le tirage des prochains numéros, alors que sur la presse on tire à l'aveugle pendant quelques numéros. Oui, c'est ça, avant de pouvoir avoir... Exactement, de pouvoir prendre les mesures pour baisser le tirage ou revoir l'assiette de diffusion.
voilà, c'est plus complexe. Et après, le point qui pour moi reste majeur, c'est le contenu. Le contenu aujourd'hui, voilà, il faut avoir un contenu très fort, et c'est pas malheureusement pas le cas. C'est-à-dire que aujourd'hui, la dernière série Amazing Spider-Man, pour moi en soi, la faire vivre toute seule, ça aurait été compliqué. D'accord, ouais, donc il fallait d'autres choses pour attirer l'ensemble. Et c'est pour ça qu'on a rassemblé dans Marvel Comics en fait un peu tous ces univers-là, parce que à un moment donné, t'as Spider-Man qui va bien, mais les Avengers ça va pas. Et donc pour nous, c'était la solution en fait pour essayer de réussir à proposer en fait ces séries en France. Et c'est quelque chose voilà qu'on ne peut pas nous reprocher en fait, c'est qu'on essaie voilà de publier tout ce qu'on peut publier. Et voilà, la relance des X-Men, la From the Ashes, qu'on aime ou on n'aime pas. On essaie de proposer l'exhaustivité en fait des contenus liés en fait aux séries mutantes, et en soi je trouve que c'est voilà quelque chose, c'est une chance entre guillemets, parce qu'on pourrait faire beaucoup de coupes dans tout ça, et voilà on essaie d'avoir la possibilité de proposer aux lecteurs tout ce qui est possible autour d'un univers précis. Je vais revenir sur les X-Men dans la partie 2025 en fait, parce que c'est vrai que ça vient de se lancer au moment où on enregistre et que je voulais l'aborder. Mais avant, juste pour revenir juste sur les casques aussi, par rapport au fait qu'il y a quand même une offre trimestrielle qui reste, donc je crois qu'il y a les héros Marvel, je sais plus l'intitulé exact, mais qui reste thématique. Marvel Heroes. Marvel Heroes, voilà. Marvel Heroes, moi je parle français, monsieur. Mais qui reste thématique sur un personnage un peu comme les icônes Marvel auparavant, mais qui reste toujours ce contenu anthologique avec des récits plus ou moins modernes et d'approches qui sont en fait des gros Marvelverse ou des petites anthologies je suis. Mais moi, il y avait une interrogation que j'avais eue à chaque fois avec cette proposition, c'est pourquoi est-ce que, par exemple, avant de faire les poches, moi, je disais, mais ça, en fait, l'univers Ultimate, ça, ce serait un bon format, en fait, de redire tous les 2 mois, vous retrouvez une longue série au long cours à un moindre prix qui permet de faire découvrir, peut-être de servir de porte d'entrée, ou d'avoir en tout cas des trucs un peu plus modernes, parce que j'ai toujours eu l'impression que l'offre trimestrielle était trop avec des trucs dans le passé, et que donc mathématiquement elle n'allait intéresser que des gens déjà d'un certain âge, et donc aussi déjà assez expérimentés, et qui auraient déjà en fait déjà ce que vous proposez. Par exemple, moi le concept de Mighty Comics Amazing Spider-Man, en vrai je le trouve dans la théorie super cool, mais dans les faits effectivement tout le monde a déjà les intégrales Marvel classiques. Donc c'est pour ça, c'était vu que vous avez ajusté l'offre, c'était pour faire d'une très très longue question, c'était pourquoi ne pas faire des trucs plus récents, en fait, vraiment plus récents, quoi, période Bendis 2000, ou refaire les Marvel Knights ou les Max aussi un petit peu, ce genre de choses là, quoi. Alors ça va faire un peu agophobie de dire ça. Je suis très vieilliste, de façon. Non, mais en fait, je sais que Xavier Guibert, dans un des podcasts que tu as pu faire avec lui sur notamment le kiosque et compagnie, justement évoquait le fait que poser la question très simple, c'est quand est-ce que la dernière fois que tu allé au kiosque acheter un journal ou un magazine, tu vois? Et moi, je suis très très mal placé, parce que moi, j'aime en fait j'aime bien traîner et regarder tous les magazines. Si pour mon cas à Nice, tu vois, par exemple. Et même encore les magazines de jeux vidéo pour ados, ce genre de choses là, quoi. Donc, non, mais après, j'imagine que oui, qu'il y a pour plein de gens. J'adore la presse et tout, mais je suis abonné parce qu'en fait, moi, je viens d'un petit village normalement et on trouvait jamais. Donc du coup, je me suis toujours abonné à la magazine. J'allais pas en kiosque parce qu'il y avait plus rien. Il y avait, pour tout te dire, quand j'allais avec mon grand-père, il y avait que du porno, de la chasse et du Picsou. Donc devine ce que je lisais. Les 3 modèles. Est-ce que je veux vraiment deviner ou pas, Émile? On est dans une émission tout public, s'il te plaît. Très bien. Bon, donc ça continuera de toute façon cette année, et puis j'imagine que vous ajusterez à chaque fois en fin d'année pour voir si ça a un peu fonctionné. Après, j'imagine que les sommaires sont un peu liés à l'actualité cinématographique. C'est plutôt ça en fait l'histoire, c'est de dire. Après, juste pour finir, quand tu parlais de contenu moderne, plus moderne. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les encyclopédies entre guillemets, un type de parution, et géré par Hachette. Donc où il y a des collections, la collection Ultimate d'Hachette qui est diffusée en presse avec un rendez-vous. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas vous qui l'a fait directement, c'est pour ça. Non, mais voilà, c'est au travers de nos collègues en Italie, voilà, que Hachette développe ses collections, et lancer sur le même réseau en fait des contenus qui peuvent être similaires, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, aujourd'hui on se concentre essentiellement sur la librairie avec ces contenus là, et d'où le fait qu'on ait lancé en avril la gamme poche,
et voilà, pour créer un rendez-vous avec des nouveaux lecteurs sur des séries et leur donner un rendez-vous régulier tous les trimestres avec des séries modernes, accessibles. Il y avait eu pas mal d'interrogations au moment justement où Hachette annonçait la collection Ultimate en disant est-ce qu'en fait alors dans le fantasme un peu imaginé, vous êtes en guerre parce que vous après ça grappille sur les omnibus parce que du coup certains se disent mais non moi je préfère les omnibus ou justement j'arrête les omnibus pour avoir toute la collection en une fois, et à l'inverse de dire que vous avez fait Ultimate Spider-Man en poche et les premiers volumes d'Ultimate, mais que certains se disent pourquoi vous faites pas le reste en fait des titres Ultimate aussi dans cette collection poche pour avoir aussi une contre-proposition en disant regardez celle-là elle est peut-être pas cartonnée mais elle est moins chère. Non, mais après c'est des choses qui viendront dans le temps, hein. Après voilà, les choses avancent, on continue à faire évoluer la collection poche, donc en gardant voilà nos vagues de 4 titres Marvel tous les 3 mois, des vagues avec un peu d'indé. Et donc voilà, donc on a déjà réfléchi au planning pour l'année 2025 et on verra après pour 2026, et l'univers Ultimate pourra continuer peut-être à grossir en fait dans cette collection. Il y a rien de fermé, et au contraire c'est quelque chose. Aujourd'hui on est très content, c'est-à-dire que quand on voit le lancement, on voit les ventes d'Ultimate Spider-Man, de Ultimate et même des titres de la collection poche au global. Avengers X-Men, tu vois, c'est une belle surprise par exemple. Donc, aujourd'hui, je sais que t'étais par exemple sceptique, mais au départ très sceptique. Après en le relisant, je me dis en fait ça va, c'est pas si terrible par rapport au dernier souvenir que j'en avais, mais oui, il y a quand même cette partie avec les numéros juste versus là qui n'ont à mon sens aucun intérêt du tout, et je me dis c'est quand même une publication quand s'il y a ce côté porte d'entrée un peu du poche où ça reste comme quand je l'avais lu cet album où c'était en deluxe, vous aviez fait un deluxe avec juste ces numéros versus qui vraiment est un non-sens total avec le recul. Là je trouve que c'est pareil en fait, tu dis mais ça c'est pas très intéressant, ça me donne pas envie de me lancer plus que ça, mais effectivement j'ai cru voir que après t'as Avengers versus X-Men, pour ceux qui connaissent pas peut-être, ça a un appel aussi ça peut faire une forme d'appel du pied, mais vous allez toujours plus vite que moi parce que les poches je les avais mis un petit peu ailleurs dans mon conducteur, mais on peut quand même juste faire ce segment. Non, mais ça permet de faire le lien aussi un petit peu, et voilà, vu qu'on parlait de récits accessibles, et certes on parlait des kiosques, mais bon, là, ça permettait de dire qu'on le faisait, mais toujours centré en librairie. Mais parce que tu dis qu'aujourd'hui, pour les poches, vous êtes content. Oui. Et c'est vrai que quand moi j'ai fait mon classement de l'année, effectivement j'ai vu beaucoup de poches, que ce soit d'ailleurs de chez vous, de chez Urban Nomad, qui étaient dedans. Après j'aime toujours un peu contrebalancer en disant oui mais regardez, donc ceux qui sont le plus haut, t'as Ultimate Spider-Man, Ultimates et The Boys, et t'as envie de dire quand même l'eau ça mouille quoi, parce que Ultimate Spider-Man et The Boys c'est déjà des énormes succès en fait dans toutes les précédentes éditions, donc oui les séries qui se sont toujours vendues se vendent encore, donc ça c'est juste pour dire que c'est pas forcément tous les poches en fait qui arrivent. Aujourd'hui il y a pas forcément beaucoup de poches, parce qu'après tu rajoutes, il y a Civil War, les résultats sont plutôt bons. Astonishing X-Men, on est plutôt content, on est en phase avec le plan qu'on s'était fixé dessus. Avengers versus X-Men, pareil, on a même réimprimé. Donc aujourd'hui, nous, voilà, on est content. En plus, on est sur des titres qui sont dans, je sais plus, c'est, voilà, Ultimate Spider-Man, il y a eu plein de rééditions. Tu peux dire, oui, la 15e. Ouais, voilà. Et donc là, Émile, vu qu'on a eu quelques présentations avec des réseaux, comment ça a été accueilli, ouais. On a mis en avant le chiffre, c'est-à-dire que entre mi-avril et fin décembre, on a écoulé au total, on a fait 4 vagues sur la période, on a écoulé près de 150 000 exemplaires. Donc auprès des libraires, tu veux dire, ou en vente ferme, en flux expédié Hachette, donc c'est-à-dire ce qui part d'Hachette vers les librairies. Donc il y avait quand même une mise en place de 150 000 exemplaires. Ouais, voilà, et qui continue à réassortir. Donc ça réassort, si ça réassort, ça veut dire que ça se vend en fait. Et les flux de réassort sont hyper importants. Et c'est important pour nous de faire du flux parce que beaucoup de nos collègues en fait ont abordé le sujet lors des récents podcasts. Aujourd'hui, voilà, le contexte est pas forcément facile. On a certains, dont nous, on a eu des problématiques de stock. Et donc aujourd'hui, on nous demande de rationaliser les stocks et de faire attention à nos tirages pour pas surtirer et garder des exemplaires en stock pendant des dizaines d'années.
voilà, c'est plus trop la logique. Et si on réimprimer pour une courte durée, pour multiplier les réimpressions. Et voilà, dans un souci de pas faire gonfler le stock. Donc, je sais que notamment Emmanuel de chez Aquileos, voilà, a abordé le point des stocks, voilà, qui a quand même quelque chose d'assez crucial aujourd'hui. Et donc voilà, donc avec ces collections-là où on a des flux qui restent très importants, bah, c'est d'autant plus facile de les réimprimer, de les rendre disponibles. Et c'est en ça, pour nous, c'est vraiment un succès sur 2024, parce que on est vraiment sur une collection qui s'installe, et on le voit, hein, c'est génial à Angoulême, parce qu'on a un laboratoire à petite taille. En fait, on voit directement en fait le comportement des lecteurs face à nos linéaires. Et hier, je me suis fait la réflexion en fait quand j'étais voilà, et je voyais beaucoup de jeunes en fait qui repartaient en fait avec des poches. Et en soi, je me dis, c'est génial parce que c'est des gens qui vont découvrir des super histoires et qui potentiellement demain en fait pourront partir sur d'autres collections au sein de notre catalogue. Et voilà, donc du coup, le pari en soi est réussi. Avec toujours, par contre, et je l'ai déjà dit aussi à François de Urban Comics, de dire, mais justement, ce gamin qui lit ses poches et qui en est très content, après, quand il va se retrouver face à un 100% de 120 pages pour 22 € ou des Deluxe de 200 pages et quelques à 30 €, il va... J'étais d'accord avec toi, mais après j'ai vu beaucoup de vidéos YouTube, notamment de personnes qui ont des chaînes manga, qui justement se sont mis à lire des comics comme Tom King, notamment, en l'occurrence c'est à Tom King du coup, ils ont lu Mr. Miracle qui est sorti en nomade. J'allais dire le fameux auteur Marvel, mais il a fait la vision en tout cas. Oui, c'est vrai. Super titre au passage. C'est vrai. Non mais disons que là c'est l'exemple qui me vient parce que du coup nous là, mais parce que c'est en l'occurrence de ce qu'il a dont il parlait, mais Mr. Miracle il l'a lu et puis après derrière il a acheté donc Strange Adventures en grand format chez Urban. Et derrière, il s'est dit c'est quand même vachement Mobius Gerard. Du coup, on va l'acheter en grand format. Et du coup, il s'est acheté derrière et après, il a acheté neuf des Deluxe d'Ardeville et tout. Donc, je trouvais ça intéressant. Ça, du coup, pour le coup, ça, peut-être que c'est un peu, comment dire, l'exception qui confirme la règle. Mais disons qu'il y a eu en tout cas, pas cette réflexion-là, mais disons, ce parcours-là de lecteur. Qui à départ a acheté du manga, puis après du coup a découvert des titres avec du nomade et du poche, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi du poche maintenant chez lui, et après qui a commencé à acheter des comics en disant que quand même c'est vrai que pour des dessins c'est quand même mieux en grand format et tout. Donc je sais pas si c'est vrai et si il y a des choses qui démontrent tout, mais disons qu'en tout cas c'est comment dire, tu vois, par rapport à des collections de petits prix ou à des Marvelverse où là effectivement il y avait pas forcément de cas de gars où il y avait juste vaguement un Marvelverse et puis après il a acheté Omnibus derrière. Bon là tu vois, ça je l'ai pas vu cet exemple. Là c'est quand même revenu 2, 3, 4 fois sur différents vidéastes, sur des petites chaînes, hein, on parle pas de 2 millions d'abonnés, mais je sais pas s'il y a quelque chose ou pas, tu vois. Donc à voir si l'avenir nous donne tort ou pas, mais en tout cas je pense qu'il y a peut-être quelque chose avec ça, avec d'autant plus le côté plus sain déjà d'offrir une visibilité et aussi une fidélisation sur des séries assez longues, parce que Ultimate Spider-Man c'est 11 volumes, le Spider-Man de Strass qu'on vient de lancer ce sera en 7, voilà. Il y a des séries un peu plus courtes, et puis aussi du coup on a déjà annoncé, mais sortir des titres en one shot, donc qui sont aussi déjà très forts et qui vont peut-être permettre aussi de ramener derrière de manière plus facile des lecteurs vers la collection poche, en s'attaquant d'abord à un Spider-Verse ou un Spider-Island qu'on a lancé en fin d'année. Ou un Deadpool. Dernière, ou un Deadpool, voilà. Parce aussi, que si je prends l'exemple de Deadpool, on a sorti Deadpool Samurai en 2 tomes manga. Puis en intégral. Voilà, qui a été en rupture régulièrement, qu'on a réimprimé. Je crois que le tome 1 de Deadpool Samurai, on doit être à 15 000 exemplaires. Donc, et là, on a ressorti l'intégrale qu'on a tiré à 5000, quasiment en rupture, donc on va réimprimer. Donc voilà, il y a un attrait, population qui lit du manga, voilà, sur le personnage. Donc forcément, si demain on propose Deadpool Massacre et Deadpool Remassacre dans un poche, je me dis voilà, c'est typiquement le lecteur qu'on va chercher. Et même si derrière, en fait, cette personne ne va pas acheter d'autres titres de nos collections, mais continue à acheter des poches, en soi, pour moi, c'est gagné. C'est-à-dire que c'est un lecteur qui nous achetait pas auparavant et qu'on a été chercher avec un produit qui est un peu dans les codes de ce qu'il a l'habitude de consommer. Et je fais un peu le parallèle avec des lecteurs qui peuvent aussi, des lecteurs qui vont s'intéresser qu'à John Byrne, mais forcément acheter des parutions récentes. Et en soi, c'est pas très grave. Mais au moins, ils sont clients sur un des pans de notre catalogue. Et du coup, ils ont pu bénéficier, entre guillemets, de la qualité de l'univers Marvel sur des séries précises. Donc, en soi, après, on revient au point qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense que quelqu'un n'a pas besoin d'acheter tout ce qu'on sort.
pour après être heureux et satisfait en tant que lecteur. Est-ce que vous étiez convaincu dès le départ que les poches allaient trouver leur public ou pas? Parce que moi je me rappelle qu'il y avait quelque chose d'un peu surprenant au lancement, c'est que vous n'avez pas forcément fait de PLV spécial pour les mises en place en librairie. En fait, on avait un plan, mais vu que le contexte était quand même déjà compliqué au moment où on lançait les poches, on n'avait pas envie de forcer les commandes aux libraires pour mettre en place des quantités importantes. Donc on a vachement concentré nos investissements marketing tout d'abord en fait sur de la demande, donc sur des vidéos avec des influenceurs, notamment vidéo Fnac, etc. où on mettait en avant, on a mis en avant The Boys, Ultimates, pour aller créer déjà la demande et que la collection trouve rapidement sa place. Et aujourd'hui, j'en discutais tout à l'heure avec Delsol, notre diffuseur, quelque chose moi qui me marque aujourd'hui. Et je me dis, c'est là où c'est bien. C'est-à-dire que par exemple en manga, quand on met un tome 1 en place, généralement les tomes suivants, en fait, la mise en place elle est inférieure. Sauf certaines séries comme Demon Slayer par exemple dans notre catalogue, ou d'autres grosses séries du marché. Et sur les poches, en fait, aujourd'hui, si je prends Ultimate Spider-Man tome 6, la mise en place est la même que le tome 1 à l'époque, en fait. Et donc, là, on va accélérer, donc, en mettant en place la PLV, mais on a voulu faire les choses naturellement, en fait, déjà pour convaincre les libraires, en fait, déjà de la qualité de la collection, mais que ça aurait pu être risqué, de la collection, parce que ça pouvait renvoyer une image que vous y croyez moins. Non, et éviter à un moment donné de dire faut que tu m'en prennes, faut qu'on mette 10 000 en place du tome 1 telle série, et que à un moment donné, si ça se vend pas, c'est 10 000 qui sont bloqués, et c'est retourné en fait. Donc voilà, donc on a voulu faire les choses naturellement et créer la demande naturellement et le faire progressivement. Voilà. Et aujourd'hui, on est plutôt satisfait c'était un parti pris. Voilà, mais qui est plus dans notre ADN en fait, plutôt prudent et donc voilà, on y a été et voilà, ça fonctionne et on est content et maintenant on va continuer les investissements. Donc il y a une PLV qui arrive le 19 février en librairie, une opération qui arrive aussi pour faire découvrir plein de séries et offrir pour l'achat de 3 poches en fait un set de 10 badges Scotty Young, qui sont très sympas en plus au passage. Et voilà, donc on a des choses jusqu'à la fin de l'année pour continuer à animer cette collection, mais on a voulu y aller progressivement. Et voilà, et aujourd'hui, je pense que c'est tous les rendez-vous qu'on a pu avoir lors du festival auprès d'une population libraire, le retour est plutôt positif. Donc et en ça, voilà, pour moi la case est cochée. Alors du côté de la publication mensuelle, Marvel Comics, vous continuez à faire à chaque fois l'édition softcover et cartonnée. C'est quelque chose qui ne va pas changer, qui a priori fonctionne suffisamment pour vous pour que vous la mainteniez. Oui, aujourd'hui on a l'édition collector, l'édition régulière, et quasi systématiquement les collectors sont en rupture. Donc oui, c'est une formule qui fonctionne et c'est ainsi qu'on a construit entre guillemets notre business model sur ce gamme de produits, mais c'est le moyen qui nous permet d'être rentable en fait sur cette gamme de produits, de continuer à proposer ces produits. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est quelque chose qui fonctionne. Oui, d'ailleurs j'ai dit cartonné, mais en fait les deux sont souples. Je suis bête. Avec une couverture avec effet. Et c'est sur les X-Men ou c'est sur le cartonné ou sur du Ultimate Universe. Mais oui, aujourd'hui c'est quelque chose qui fonctionne et sur lequel pour le moment on va continuer, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Peut-être que l'année prochaine, je dirai autre chose parce qu'il se sera passé des choses et voilà, les choses changent. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne et qui nous permet de continuer à montrer toute la diversité du catalogue. Et c'est un double modèle en plus qu'on utilise maintenant depuis donc Donovex en 2020. Donc et qui pour le moment fonctionne toujours, et puis jusqu'à que, comme dit Jeff, peut-être qu'on trouvera un nouveau modèle après de publication qui nous permette de publier sereinement avec d'un côté on va dire un prix d'appel à 16 €, et puis ensuite derrière une version cartonnée pour ceux, ou souple du coup dans le cas de Marvel Comics, pour du coup ceux qui voudraient un objet un peu plus cartonné du coup qui va rester dans le temps, et pour le côté collector où il y a quand même des effets, des couvertures plutôt sympas. Et pour faire le lien en fait avec ce qu'on se disait tout à l'heure en début d'entretien, cette idée-là, en fait, sur Donovex à l'époque, c'est venu de nos collègues allemands, en fait. On avait fait une réunion et nos collègues allemands allaient publier ainsi. Et on savait pas trop quoi faire, en fait, à ce moment-là, parce que on savait pas sur combien de tomes on s'engageait. Spoiler, 100.
Oui, c'est ça, au final, oui, c'était... Et je me souviens, en plus, c'était juste après le Covid, on était encore en télétravail, bon, bref. Et donc, les Allemands, voilà, proposent ça. On se dit, bon, on étudie le truc. Finalement, on lance. Ça fonctionne. Ça a cartonné, ouais. Et donc, on s'est dit, bon, voilà, on a peut-être trouvé une formule pour réussir, voilà, à faire quelque chose. Et donc, bon, on a continué. Mais voilà, c'est pas ce qu'on faisait avant. Et donc, peut-être que demain, on aura une autre idée ou des collègues qui pourront autre chose et on se dira, bah, ça peut être intéressant pour changer, casser un peu l'habitude et essayer de retrouver, voilà, un relais de croissance différent. Et aujourd'hui, voilà, on se ferme pas de porte, en fait. Et on va pas s'enfermer dans une routine. Là, aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est compris, qui permet de contenter ceux qui recherchent du cartonné, les collectionneurs qui recherchent des couvertures un peu avec effets spéciaux, et puis des gens qui recherchent du souple. Donc voilà, je pense qu'on a trouvé voilà une formule, en tout cas sur ces séries qui fonctionne. Et voilà, donc pour l'instant, on garde la ligne directrice là-dessus. Et du coup, côté X-Men, vu que les X-Men, c'est quasiment un monde à part, en tout cas, alors pour l'instant, au sein de l'univers Marvel, au niveau des fans, là, c'est vraiment une revue qui s'adresse vraiment aux fans hardcore des X-Men, qui vont pouvoir tout suivre, des séries notamment qui n'auraient pas pu être publiées autrement. Et après, derrière, on l'a montré Krakoa, derrière, on ressort par série les plus fortes, pour après, derrière, si tu t'intéresses juste à la série, l'excellente série Uncanny X-Men de Gail Simone et donc David Marquez, c'est sûr que faut être un peu plus patient, mais je suis plutôt content en tout cas pour le moment du fait qu'on arrive à proposer autant de séries en 2 revues mensuelles, quoi. Comme ça, c'était une vraie interrogation que j'avais pour vous, c'est de dire d'avoir fait continuer ce choix en fait sur le même modus operandi, alors que pourtant la nouvelle période X-Men n'est pas du tout calquée sur un même fonctionnement uni que Krakoa, et que peut-être justement si je reviens même sur, et c'est toi qui l'as dit le mot, donc la rationalisation, de dire que ça aurait peut-être été le bon prétexte pour dire on va ne refaire qu'un seul mensuel en faisant une autre sélection et n'avoir que les séries les plus fortes qui vous garantissent en fait d'avoir un rendez-vous mensuel X-Men qui est hyper important, enfin et en tout cas vraiment hyper fort, plutôt que d'avoir deux publications avec une partie et après chacun aime ce qu'il aime pas ou truc, mais qui est dans l'ensemble je pense moins fort que si peut-être on avait concentré seulement les titres les plus importants. Du coup laisse-moi te contre-rationaliser parce que du coup qu'est-ce que tu vas faire? Il ose. Non, en vrai ce qui aurait été pas rationnel, c'était on a imposé un rendez-vous donc bimensuel pendant quasiment 5 ans. Du coup derrière il est en plus mais qui est lourd dans le portefeuille. Non mais on est d'accord, mais après disons que à l'époque pour quand t'avais en kiosque X-Men Extra, X-Men hors série, t'avais déjà 3-4 revues aussi à suivre. Alors je sais plus les prix, c'était 5,95, 6 euros, je sais plus quoi. Puis des fois il y avait quelques revues qui se baladaient ailleurs, notamment X-Factor, il fallait acheter Monster aussi. Enfin du coup que les X-Men ont toujours été des séries qui ont été éclatées en plusieurs revues à l'époque chez nous. Il y avait déjà en fait il fallait déjà suivre beaucoup de séries et de magazines à l'époque chez Panini pour suivre toutes les séries X-Men. Là, on l'a rationalisé en 2 magazines où tu te prends pas la tête. Tu te dis pas telle série et telle là. Donc là, du coup, t'as un sommaire qui est plutôt cohérent et plutôt facile à suivre. Et là, quand les premiers crossovers ont été annoncés avec Aurélien, on s'est dit, voilà, super, quoi. On n'aura pas, en fait, à expliquer que, du coup, les séries principales les plus fortes, elles sont à retrouver en série X-Men principale une fois par mois. Par contre, du coup, vu qu'il y aura un truc lié avec telle série Dazzler ou imaginons un autre, vous devez acheter le 100% bidule. Ça aurait été l'enfer. Non, là, tu penses pas, oui, de dire, comme en fait vous faites parfois pour certains événements comme Blood Hunt, c'était trop gros, là, tu vois. Venom War, en fait, de dire, en fait, on va faire une publication mensuelle pour X-Man Hunt à un moment donné, et de dire, voilà, en fait, les numéros impliqués dans le crossover sont dans le crossover, et puis le reste, ça se poursuit juste dans votre revue unique. Comme quoi, tu vois, après, il y a pas des fois, on essaie des fois d'appliquer aussi au cas par cas sur les events. Pour Blood Hunt, honnêtement, la première option qu'on avait, c'était 5 revues. Sauf que du coup, 5 revues Blood Hunt, notamment avec des collectors compagnie, ça aurait été financièrement compliqué pour les gens qui voulaient suivre les versions collector. En plus, avec les histoires de Red Band, on en répète aussi, ça complexifie encore plus la chose. Et du coup, là, on a été obligé de rationaliser en disant, est-ce que tout est publiable? Est-ce que tout est vraiment intéressant? Alors là, du coup, l'avantage, c'est que ça nous laisse un peu de mou si on fait une édition absolue ou une édition un peu plus intégrale, on pourra avoir du contenu supplémentaire à proposer en plus au moment de l'absolute pour vraiment les gros fans de l'event qui voudraient avoir la version absolue. Du coup, il y avait des titres où on s'est dit, les 4 one-shots, donc les one-shots, les mini-séries sur Wolverine, Magic et, non, c'est pas Psylocke.
je sais plus qui a. Ça fait un tome X-Men cohérent avec du coup aussi ce qu'on a pu proposer en X-Men. On s'est dit bon, c'est un truc un peu à part, c'est pas forcément très important dans l'événement, on peut le publier un peu à côté. Mais alors, c'est pour ça, si vous savez que c'est pas très important, pourquoi le publier? Non, mais j'entends. C'est des séries que j'aime bien la série Wolverine. Je la trouve plutôt bourrine et tout. C'est le dessinateur qui avait pas mal, s'appelle Juan Roseri, il me semble, du coup, et moi j'aime bien son dessin. Je trouve ça plutôt cool gore, un peu défouloir. En plus, on sait qu'il y a pas vraiment forcément de conséquences long terme. Donc, je trouve que c'est un tome qui a l'intérêt, d'autant plus dans un event et dans une cas d'une relance X-Men. Du coup, c'est quelque chose qu'on aurait pu aussi intégrer à la revue si on avait voulu. Mais bon, ça aurait peut-être fait un peu beaucoup de séries un peu à part pour une relance. Donc, disons qu'on a quand même publié parce que je trouve qu'elle avait l'intérêt, pour les fans X-Men et surtout, qu'elle est liée c'est peut-être un peu leur premier event où ils participent un peu plus que de raison. Donc, du coup, nous, ça nous semble intéressant de le faire. Par contre, de là à le mettre dans la série Blood Hunt, on s'est dit, bon, X-Men est assez fort pour être sortir tout seul. Par contre, est-ce qu'un Son of Blade ou Daughter of Blade, ou un Dracula pourrait sortir tout seul? Bon, là, c'est peut-être plus compliqué. Voilà. Donc, d'où le fait qu'on ait réussi à réduire sur 3 numéros Blood Hunt. Voilà. Bon, là, je rentre un peu dans le détail, mais c'est aussi pour expliquer il y a une logique derrière quand même. C'est pas juste on s'est dit ouais, faisons, voilà. Et surtout qu'on nous accuse un peu de saigner un peu le lectorat, et là je trouve que justement on vous avait déjà vu, on a vu des photos dans Matin Nice de toi en train de saigner littéralement des gens avec des comics comme ça, tu leur pentes dans le vide et tu les fais saigner, quoi. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Puis ça tâche les pages, c'est horrible. Oui, ça lope tout, quoi. Non, mais blague à part, par contre oui, c'est vrai qu'il y a cette façon de publier les events avec souvent une publication en 3 numéros avec où à chaque fois de toute façon c'est impossible de satisfaire les deux écoles, c'est-à-dire celle qui veut que le récit essentiel qui permettrait de faire juste un album, et c'est effectivement ça coûterait genre 20 balles plutôt que 46 8 et ceux de l'école plus complétiste au cas où il y aurait des tie-ins qui seraient bons dedans, et comment bon, vous avez tranché en faisant on fait le maximum parce que vous faites pas tout. Oui, parce que notamment pour Venom War qui arrivera plus tard dans l'année, il y aura pas le It's Jeff, et ça c'est très bon numéro en plus, et ça c'est vil parce qu'en plus c'est littéralement peut-être le meilleur numéro de tout Venom War en fait, de choses. Mais pardon, ça, mais non, mais au-delà de cette considération très personnelle, publier It's Jeff, je vous jure, c'est comment s'est fait ce choix au final de poursuivre en fait les publications d'events, vraiment en essayant de mettre à chaque fois tous les tie-ins ou presque, quoi. Dans les slides que j'ai pu faire pour présenter au réseau donc les différentes collections, notamment le côté rationnel, donc je disais, en remontrant le but de chaque collection, le lectorat visé et le type de contenu que ça pouvait publier, inédit ou réédition. J'avais fait une slide dédiée justement au périodique, parce que justement je trouve que dans un moment où en gros pas mal de personnes peuvent se demander bon, qu'est-ce que je peux suivre pour suivre l'univers Marvel, on avait ce côté de Marvel Comics c'est facile, c'est 12 numéros par an, Ultimate Universe ce sera 6 par an, X-Men c'est 24, et après on a ces events où en gros on arrive un peu à rattraper un peu à l'instar typiquement sur là ce qui se passe avec Absolute Power chez DC, ou même moi je suis plus trop la continuité d'ici, mais Absolute Power, bon voilà quoi, je suis content de suivre ces gros bottins événementiels, parce que justement c'est un peu le temps fort de l'année, ou disons du semestre, selon le nombre d'events qu'il peut y avoir, et c'est vrai que du coup nous on a vraiment à cœur de proposer aussi ces mini événements là, parce que on se rend compte même au niveau des ventes. Par exemple, si on suivait et on publiait Venom War juste comme une fin du run de Halloween, on tirait pas beaucoup. Par contre, si tu en fais un truc événementiel, ce que c'est, parce que moi je trouve ça plutôt fun et tout. Après moi je défends le Venom d'Halloween en bon Halloween Zouz que je suis. Mais disons que le proposer en 3 numéros, c'est aussi dire en gros, regardez, il y a un événement, venez voir, et surtout qu'en plus sur le symbiotique, on a vu même avec disons des périodiques de qualité aussi compliqué que Summer of Symbiote, c'était finalement des plus gros succès que certains events qu'on a pu sortir un peu avant, quoi. Donc disons qu'il y a une vraie demande aussi du lectorat, des fois de pas forcément de personnes qui sont pas forcément disons les plus assidus sur l'univers Marvel, mais qui vont revenir pour ce genre d'événement là. Donc c'est aussi un événement pour nous en termes de com et dans un planning aussi là-dessus, quoi. D'accord. La question là, ma question peut-être la plus piquante sur Marvel Comics, pourquoi Spider-Boy?
pourquoi laisser Spider-Boy dans Marvel Comics? Est-ce que Dan Slott fait du forcing chez Marvel? Est-ce qu'il vous oblige à le maintenir? Non, mais blague à part aussi, parce que je me dis qu'une série comme le Miles Morales, peut-être, de Cody Ziegler, alors que vous avez fait un blind pack et tout, donc ça a permis de doper les ventes aussi, et il a, je pense aussi, je comprends qu'il ait assez de potentiel en tant que personnage lui-même, pas comparé à un Spider-Boy qui sortirait directement à 100%, mais c'est une interrogation, parce que, et c'est pas que moi qui l'apporte, après on pense ce qu'on veut des réseaux sociaux, mais je vois aussi d'autres personnes qui interrogent juste cette série qui est quand même, à mon sens, un peu beaucoup moins forte que les autres du sommaire constitué à l'heure actuelle. Je te laisse te débrouiller avec les meilleures rames que tu peux. Non, mais en plus, non, c'est que je repensais, on a discuté avec Aurélien, parce qu'Aurélien aime beaucoup la série, il trouve que c'est un truc très, très sympa et tout. Il faut vraiment qu'on ait une discussion. Non, mais en plus, en Italie, ça s'est bien vendu, blague à part. Ouais. Donc, non, mais en vrai, c'est aussi qu'on sortait on avait publié de mémoire. Alors, attends, je dis pas de bêtises, la série juste Spider-Man de Dan Slott et Bagley. On avait sorti aussi Superior Spider-Man, qui était une série dérivée de celle-ci. Et après, logiquement, on a sorti celle-ci aussi dedans. Et je comprends le point, mais en vrai, après, ouais. Joker. Ouais, non, mais en fait, c'est que, en gros, c'est un choix éditorial, et c'est vrai que je comprends qu'elle puisse être clivante, mais après, dans le cas d'une série dérivée, du Spider-Verse de fait, elle avait sa place, disons, à un moment, mais, voilà, c'est vrai qu'elle est plus longue aussi que ce qu'on pensait aussi, parce que typiquement Superior Spider-Man n'a pas duré pas très longtemps que ça. Oui. Donc on pensait aussi que ça allait pas forcément prendre autant de place entre guillemets en termes de contenu. Mais après, est-ce qu'elle est déshonorante? Non, je pense pas. Mais après, est-ce que du coup, si c'était à refaire, on le referait en sachant qu'elle dure du coup maintenant assez longtemps? Peut-être pas. Mais bon, ça c'est pareil, quoi. On sait jamais. On sait jamais en fait. Et on a tenté le coup, voilà, parce que en Italie ça fonctionnait bien. Aux États-Unis, vu que c'est toujours en cours, c'est que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas aux États-Unis, ils coupent rapidement. Voilà, on a voulu laisser la chance et très honnêtement, si on avait sorti la série Spider-Man de Dan Slott, mais sans sortir les séries qui étaient dérivées derrière, on aurait eu le même truc de vous avez mis un pied dans la porte. Pourquoi derrière vous n'avez pas fini son univers qu'il est en train de créer actuellement, machin. Donc après, j'entends les deux arguments, mais c'est éternel débat de toute façon. Oui, voilà, donc bon. J'ai une question d'ordre un peu général, parce que justement, quand on parle du Marvel Comics, notamment le Amazing Spider-Man de Zeb Wells, en fait, ressort directement en Deluxe. Il y a certaines séries maintenant que vous allez faire d'ailleurs directement aussi dans ce format, comme le Fantastic Four de Ryan North qui sort là au moment même où Strange. Il est en train de sortir. Il est en train de sortir, là on le voit par la fenêtre, il sort à ce moment-là. Est-ce que désolé, c'est l'humour absurde, c'est ma cam. Est-ce que le format 100% a encore une raison valable d'exister en fait chez vous? Est-ce que l'album cartonné basique, parce qu'on voit de plus en plus, après avec plus ou moins de succès, mais on sent qu'il y a une envie un peu de quitter ce format, parce qu'on sent que les lecteurs préfèrent, quitte à en avoir pour leur argent, s'il faut parler comme ça, d'avoir des plus beaux albums comme les Deluxe peut-être en fait, plus chers, des poches avec un bon rapport de pages pour un faible prix, mais l'entre-deux, il a un peu les défauts de l'un et de l'autre, non? Non, en fait, le 100%, pour moi, le 100% fonctionne toujours. Après, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est le contenu qui va faire la vente. Donc, et on le voit, cette année, on a sorti, notamment en fin d'année, des 100% qui ont bien fonctionné, avec Predator, aussi une demande. Wolverine a bien marché aussi. Ouais, très bien. Mais même si je prends Gods ou je prends Avengers Twilight, et à côté de ça, on a des libraires, donc que ce soit le CSA ou Pulse, en fait, qui, sur des séries genre Spider-Punk, sur Avengers Twilight, le CSA sur Gods, qui nous ont demandé, en fait, des couvertures variantes, et on s'est prêté au jeu parce que, accompagner les libraires, on n'a jamais dit non, et au contraire, ça nous fait plaisir, et on sent qu'il y a de l'engouement, donc et derrière les ventes suivent. Donc en soi, le format 100% pour moi, il est pas mort en fait. J'ai pas dit mort. J'ai dit est-ce qu'il est encore viable ou est-ce qu'il a une vraie, pour moi, en tout cas, il est viable et c'est quelque chose d'historique et qui est installé dans l'esprit des gens. Parce que ma chorale, c'était pourquoi ne pas le faire en 100% comme vous faites avec Marvel Comics, c'est juste en une forme de souple à rabat. Parce que si tu le fais en souple, après, t'as des gens qui vont dire mais pourquoi vous faites pas en cartonné? Et donc là, en fait, ça a toujours été historiquement cartonné. Comme ça, c'est moins cher. Ouais, après, l'écart, il est pas non plus, très important. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne et qui, en soi, nous convient. Et en fait, en soi, le faire du souple,
bah, il faut quand même faire un niveau de volume quand même. Il y a toujours une logique économique, hein, parce que le souple, ben oui, c'est bien, mais derrière, en fait, quand on a pas mal de retours, parce que ben dans le dernier kilomètre, quand c'est les cartons et qui sont transportés, ben voilà, et le nombre de mails que je vois. Bah, avec des couvertures cornées, etc. Ben oui, effectivement, c'est problématique. Donc du coup, aujourd'hui, le cartonné, on a moins ce problème-là. Et voilà, en tout cas, le 100% tel qu'il est en cartonné, pour moi, est toujours viable. Après, pour faire le point avec le Deluxe, pourquoi on commence à retrouver des inédits en Deluxe? Ben à un moment donné, quand on avait des séries comme le Doctor Strange de McKay en plusieurs tomes, avec des ventes moyennes sur le tome 1, très compliqué sur la fin, parce que les ventes sont dégressives, donc la rentabilité est pas là. Donc on s'est dit, ces titres-là, c'est plus simple pour nous de les proposer dans un gros Deluxe, parce que on a réussi à compiler, plutôt que de faire plusieurs 100%, les proposer directement en Deluxe, c'est très simple. On a eu le cas à un moment donné sur le Amazing Spider-Man de Nick Spencer, où on s'est retrouvé à je sais plus combien de tomes en 100%. Ouais. Et on a dû finir avec des gros tomes parce que c'était vraiment, c'était dans la douleur, hein. C'était compliqué. Et ça nous a valu quelques cheveux blancs en interne. Et donc on s'est dit, le Spider-Man dessiné par John Romita Jr., notre invité à Angoulême cette année, je suis très fier. On va le proposer directement en Deluxe, parce que vu comme ça s'est passé sur la série précédente en 100%, on s'est dit parce qu'on nous la réclame en cartonné, pour contenter le lectorat, on a essayé de trouver la solution qui allait nous permettre en fait de pouvoir le proposer, et pour nous de minimiser en fait la prise de risque et de réussir à être rentable sur cette édition-là. Et à côté aussi, quand il y a déjà une prépublication dans une revue format comics, sauter l'étape du 100% format comics, qui serait non plus à 15 € comme c'est peut être le cas il y a X années, mais du coup directement à la case Deluxe 32 €, il y a un vrai plus. Du coup, on a un grand format, on a du coup une plus grosse pagination, et du coup, c'est même plus intéressant même pour les lecteurs qui auraient pas suivi la série dans le Marvel Comics. Et cette logique-là, on l'applique du coup aussi, pareil aux séries X-Men qui étaient prépubliées dans les revues Dawn of X, Reign of X et compagnie, et aussi pareil sur le Thor de Donny Cates, donc sur beaucoup de séries de ce genre-là. Après, dans le cas des Deluxe inédits aussi, ça nous permet de faire des prises de risque sur des séries vraiment plus pointues. Et là, je remets ma casquette de fanzous de Halloween, avec notamment le Defenders, qui était en sélection pour les First Print Awards, qui n'a scandaleusement pas gagné. Fallait payer plus, les gars. Je vous l'ai dit. Hein. Non, j'entrais des petits fours. Disons que c'est une série qui est formidable, je trouve, mais en 100%, on sait très bien le destin qu'elle aurait eu. C'est-à-dire, il y aurait eu un tome 1 qui serait vendu mal, et un tome 2 qui aurait soit pas été fait, soit été fait, mais avec un tirage ridicule, et on aurait perdu beaucoup d'argent, en fait, dessus. Mais en fait, je serais même plus cinglant, en fait. En 100%, on l'aurait pas fait. Ouais. Parce que je t'aurais dit, non, Émile, on fait pas. Voilà, on fait pas, parce que, quand tu mets les chiffres dans ton tableur Excel, et tu regardes, ta projection de vente, et ce que tu gagnes à la fin, tu perds de l'argent, donc on fait pas. C'est une série trop chelou en fait, comme X-Statix, tu vois, ou du coup Excellent, où là les ventes du 1 ont été catastrophiques. Mais voilà, donc du coup, vu que la série était quand même de qualité et qu'on voulait, je voulais satisfaire Émile. Ah, merci donc chef. On a essayé de trouver une alternative, et cette alternative, c'était ce format de luxe qui nous permettait finalement de minimiser la prise de risque, et de réussir à pouvoir le proposer. J'aurais pu demander une augmentation, et du coup j'ai fait en sorte qu'on fasse une tôle, tu vois, super. C'est ce qui est pas mal aussi. Alors c'est un dernier point juste un peu pour. Après c'est vrai que j'ai pas forcément fait bilan perspective, parce qu'il y a des choses qui sont présentes, et donc on mélange un petit peu tout, mais j'ai quand même aussi un point sur l'Ultimate Universe, qui est donc le gros succès de l'année. Champagne, cotillon, et j'imagine caviar, et les petits tourbillons quand tu souffles comme ça dans vos bureaux. Vous accompagnez avec les couvertures collector et du CSA, vous faites les blind packs qui revient pour notamment le numéro 3. Vous avez pas peur que ça devienne un peu un gimmick, les blind packs aussi? Non, mais là en fait c'était une demande en fait qui venait de notre diffuseur, du réseau en fait, donc c'est pour ça qu'on a proposé, et parce qu'au départ on l'avait pas prévu en fait, hein. C'était après une présentation diffuseur en fait du planning, et voilà.
Et suite au résultat du tome 1, voilà, on nous a demandé voilà de reproposer pour continuer en fait à maintenir sur les premiers volumes en fait l'intérêt en fait sur la série, de continuer à créer un peu le buzz là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on l'a proposé. Après, on n'a pas d'autres projets de blind pack sur la série d'ici la fin de l'année. Voilà. Et à côté de ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série disons une revue dont le succès ne se dément pas, parce que par exemple pour le prendre le cas des demandes que fait le CSA sur les couvertures, ils avaient commencé. Alors déjà, il y avait donc Pulse qui avait fait un tirage à peu près 1000 exemplaires sur le 1, CSA qui avait fait 555 donc sur le 1. Et après, du coup, ils ont tenu compte de l'attrition naturelle des ventes en faisant moins sur le numéro 2, mais du coup là ils ont rehaussé du coup sur le 3 et sur le 4. Oui, il a annoncé le 4 quoi. Je sais plus. Oui, on sait pas de qui elle sera, donc c'est pas grave. Il y aura pas de visuel, mais en tout cas, ça continue en tout cas à faire des. Du coup, je peux dire qu'effectivement, ils vont partir sur une 4e cover. Et donc, ça fait plaisir de les accompagner aussi, voilà. Donc, ils sont vraiment moteurs et motivés, voilà, pour continuer, à soutenir l'univers et. Surtout quand on a du coup même de belles demandes comme ça. Du coup, on avait d'un côté, on a pu accompagner toutes nos séries majeures de la fin d'année, donc Gods avec eux. On a fait Avengers Soleil avec une super cover de Ross. Donc avec du coup donc Pulse, voilà. Spider-Punk aussi avec une couverture et de Okazaki et de Coppel. Donc vraiment on a eu c'était cool aussi du coup d'avoir des libraires qui croyaient à des projets disons de chez Marvel aussi qui aussi du coup m'a poussé aussi, parce que c'est quand même aussi à la base des bonnes séries, et ça nous fait plaisir. Et donc pour venir à l'univers Ultimate, oui, c'est un univers qui est très prometteur. On a par exemple dans le podcast qu'on fait avec Aurélien, on loue souvent les mérites notamment de la série Ultimate, ce qui est une très bonne surprise. Et d'ailleurs DC s'est pas trompé en prenant Dennis Kemp pour faire Absolute Martian Green Hunter, que j'attends beaucoup, parce que Ultimate c'est Martian Green Hunter, c'est Green Hunter, c'est Martian Manhunter, Green Lantern. C'est que tu vois, j'ai Green Lantern d'Halloween qui m'a encore paralysé la tête. Et tu veux pas avoir le beurre et l'argent du beurre comme ça. Il est vert. C'est ça. Très bien. Et le dernier point hors Marvel, c'est les indés. Quid des indés en 2025, puisque donc 2024, il y a 8 Billion Genies quand même qui a été un très fort succès. Ouais. Oserais-je dire votre plus fort succès en indé hors Kick-Ass, Miller, Univers Cyberpunk, ouais, Cyberpunk c'est un gros. Après Cyberpunk, mais c'est une licence de jeux vidéo, donc. C'est Dark Horse, c'est des auteurs quand même un peu je sais pas aussi, tu vois, t'as l'auteur qui a fait Dernier jour de Lovecraft. Ouais, mais ils sont portés, je pense quand même plus par la licence. Mais c'est eu un prix de science-fiction, tu vois aussi le bouquin qu'a fait Andrade, il y a eu en vrai certes c'est un produit dérivé, mais il y a quand même une reconnaissance critique des œuvres. Et tant mieux. Non, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, je dis pas ça parce que c'est chez nous, mais tu vois, franchement, c'est ce qui m'a étonné, c'est que justement, face à Saga, justement, le bouquin avec Andrade a eu un prix de science-fiction. Donc, il y a eu quand même, du coup, il y avait aussi une volonté de Dark Horse et de Red CD Projekt aussi de faire aussi un truc de qualité, et plus que juste un produit dérivé adapté du jeu vidéo. Ouais. Est-ce que vous arrivez à expliquer ce succès assez important, parce qu'il y en a d'autres, on sait que ça n'a pas du tout été le cas pour d'autres titres indés qui sont sortis chez vous cette année, et du même aussi, et juste pour finir mes longues questions comme d'habitude, le fait de ressortir certains de vos titres à moitié prix en fait, parce que j'imagine qu'il y a des problématiques de stock à écouler et que c'est leur donner une autre chance aussi. Ça a été abordé par Emmanuel, voilà, effectivement, on a lancé des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc on se retrouve avec des stocks et avec des perspectives de pas forcément réussir à passer 100% du tirage. Donc il s'offre deux options. Soit tu pilonnes, ce qui dans le contexte actuel, je trouve ça dommage d'avoir imprimé des livres et de devoir les détruire. Ou d'essayer de mener une action pour essayer de déstocker et essayer de faire découvrir des séries qui n'ont pas trouvé leur public au moment où on les a sorties. Voilà, donc on a opté pour cette option-là et voilà, et même des très bons titres comme Monkey Meat de Juniba que j'adore. Et voilà, donc du coup, on est dans cette logique-là. Et à côté de ça, oui, effectivement, cette année, on a sorti El Beyond Genies, qui était, je pense, une surprise pour beaucoup de personnes. On a réimprimé en fin d'année. Donc plutôt content. Donc hier de se passer encore des choses aux États-Unis autour de l'univers. Donc voilà, plutôt content. La Phantom Road qui est en sélection voyageur SNCF. Donc on a eu des choix. On n'a pas sorti beaucoup. On fait pas beaucoup d'indés, mais parce que de toute façon là-dessus aussi, quoi. Voilà, et puis l'impression il y a une concurrence qui est quand même assez féroce aussi sur l'indé. Donc on essaie d'aller là où
on est toujours dans cette logique, un tableur Excel, le potentiel de vente, et on voit où on peut aller, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et des fois, on est en compétition avec certains de nos concurrents sur des titres. Et voilà, c'est soit en fait on propose plus ou pas. Donc des fois, on dit non, on va pas aller plus loin. Et ça part ailleurs. Et tant mieux. Ça, de toute façon, à la fin, ce qui compte, c'est que ça sorte. Et vous prévoyez d'en faire beaucoup des indés cette année ou pas? Pour l'instant, on va continuer l'univers de Cyberpunk parce que c'est déjà prévu. Après, des réponses en fait. Là, on a des choses. Voilà, on a un titre dont on a la confirmation pour 2026 qui est qui est suite d'un univers qu'on a déjà, du moins un des auteurs de Netflix qu'on a déjà publié. Donc voilà, on a une réponse récemment de Image, donc on sait qu'on pourra sortir Feral l'année prochaine. Parce que ça va être une série longue, donc on attend que ça sorte un peu plus aux États-Unis pour éviter d'avoir des grands écarts de temps en fait au niveau publication. Et après on est dans l'attente d'Astro City. Que vous aviez annoncé l'an dernier. Mais on a traduit. Et dont on a les droits, on l'a traduit. Maintenant on attend que ça, la situation avance aux États-Unis parce que voilà, c'est une édition qui demande un gros travail côté Image. Et donc on attend les fichiers pour pouvoir venir insérer la traduction qui est déjà faite. Et donc je sais que beaucoup de gens l'attendent, s'interrogent, nous les premiers. Et donc voilà, nous aujourd'hui on est dans les starting blocks et on attend juste que l'édition sorte aux États-Unis, qu'on ait les fichiers pour nous prévoir aussi la publication en France. Donc voilà, moi je suis le premier, voilà. J'attends avec impatience, mais bon, pour l'instant, je ronge mon frein. Comme beaucoup de lecteurs. Vous scrutez aussi attentivement tout ce que fait Mark Millar, j'imagine, chez Dark Horse, post Big Game. J'imagine que les suites de Nemesis qui viennent de sortir, voilà, exactement. Nightclub. Puis là, l'annonce assez énigmatique pour avril. Oui. Voilà, avec John Romita Jr. Oui, là c'est banco pour. Voilà. Pareil, vous avez une autre bouteille de champagne qui se cache quelque part dans vos locaux pour quand même ce gros team-up de retour. Ouais. Donc voilà, il y aura ce genre de choses. Et après, voilà, on est toujours en cours, voilà, on observe ce qui se passe, sur le marché aux US. Voilà, il y a plein de titres qui nous intéressent, donc on prend des renseignements, on a formulé des offres et maintenant on attend des réponses. Donc du coup, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de retour, de contrat signé, c'est compliqué de faire des annonces. Mais voilà, en tout cas, voilà, il va se passer des choses, mais on n'aura pas, un catalogue pléthorique parce que aujourd'hui, quand on travaille les univers Marvel et Star Wars, Alien, Predator, voilà, donc on a déjà beaucoup de choses. Et voilà, donc on préfère quand même se focaliser là-dessus. C'est quand même 300 ou 400 titres par an. Si vous faites toutes licences confondues. Exactement, voilà, exactement. C'est quand même un volume important. Et après, l'indé, moi j'adore ça, mais voilà, ça demande encore plus de temps et on est quand même en effectif restreint. Et voilà, donc Mais vous savez que vous êtes juste pas forcément reconnu non plus comme éditeur d'indé en premier lieu, quoi. Ouais. Bon, après on a quand même quelques bonnes séries d'indé, The Boys. Mais je dis pas le contraire. Non, The Boys, voilà. C'est vrai qu'on nous attend pas sur certaines séries. On vous attend pas à proposer Mordicus des séries régulièrement parce que vous êtes pas identifié au départ comme tel. Et c'est vrai que non, mais il y a The Boys par exemple, il y a les Kick-Ass et tout ça. Non, mais même au-delà de ça, tu vois Die de Kieron Gillen, Stephanie Hans, tu vois les Lemire. Et ben ça d'ailleurs, ça c'est pas une intégrale au format de luxe, ce genre de choses là, ces titres qui ont pas été pas encore, voilà. Mais voilà, il faut jamais dire jamais et voilà, il peut se passer plein de choses mais voilà, en tout cas, on observe et puis voilà, on proposera des choses, mais ça restera des choses très ponctuelles. Sur des coups de cœur qu'on peut avoir en point de vue lecture et avoir des choses qu'on a envie de proposer parce que on aime bien Phantom Road, Jeff Lemire, Gabriel Valta, j'adore, j'aurais bien voulu l'inviter à Angoulême mais malheureusement il était trop occupé sur d'autres projets actuellement, mais voilà, c'est quelque chose qui nous a plu et qu'on a voulu proposer et par chance, on a réussi à avoir le titre et on était content de pouvoir le faire. Donc on marche plutôt au coup de cœur et proposer des coups de cœur et c'est ce qui s'est passé sur 2024 et on espère que sur 2025 on aura d'autres coups de cœur à proposer et peut-être qu'on arrivera avec des choses surprenantes. Donc vous avez des trucs prévus pour accompagner certains films, notamment déjà on a le Captain America La Vérité là qui sort sur Donc oui, on l'a dit la vérité, parce que c'est trop compliqué à faire à chaque fois quand on le présentait, du coup on se voterait tous, c'était l'enfer.
Et non, mais on a ça, et donc dans la collection Prestige aussi également, on va proposer Fantastic Four Unstable Molecules pour le film aussi, dans toujours cette volonté de proposer dans la collection Prestige des titres qui sont vraiment uniques en termes d'histoire, de format, de propositions graphiques. Voilà. C'est pas de l'indé, mais en fait finalement même dans l'univers Marvel, ça oui, t'as des trucs qui sont un peu plus à part. C'est un peu des trucs voilà qui sont à part. The Truth par exemple, ça fait longtemps voilà qu'on pensait à publier cette histoire, et puis à un moment donné on s'est dit bon on y va, parce que ça peut être, comment dire, c'est une proposition qui est assez originale, hein, mais voilà le propos est top. Et voilà, l'histoire, même la patte graphique, il y a vraiment quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'on l'a proposé. Et pour moi, en fait, c'est comme si c'était de l'indé dans Marvel, en fait. C'est comme le Doctor Strange de Tradmoor. Hein, exactement. Au final, bien sûr, ouais. c'est une sorte de proposition forte, quoi. Donc Fantastic Four Unstable Molecules en deluxe. En juillet. Ouais, qui est vraiment très intéressant, et qui est vachement intéressant aussi à mettre en lien avec un autre titre qui est dans la collection Prestige. Et là, je sais que c'est ta casquette de Mark Russell Rosuz, là, qui va ressortir, vu que je trouve que c'est intéressant de faire le lien avec Life Story de FF. Justement, cette proposition d'avoir une approche, on va dire, intime des Fantastic Four, voire même mélodramatique, du couple notamment formé par Sue Reed. Donc non, en fait, c'est une très belle surprise. Très bien. Et bien, avant de se quitter, est-ce qu'il y a une dernière annonce que vous voudriez faire pour teaser quoi que ce soit, ou est-ce que ça suffit pour aujourd'hui? On va sortir du Spider-Man en 2025. Non, mais non, vous oserez pas. Il est pas si connu, ce personnage. Vous ne devriez pas faire ça. Non, mais genre, je ne sais pas, un Absolute It's Jeff, par exemple. Ne jamais dire jamais. Ouais, c'est ça, très bien. Bon, on en reparlera prochain bilan de l'année 2025. Ça fait, j'espère qu'on aura une meilleure salle, un meilleur créneau, et le temps de parler un petit peu plus longtemps. On en a fait un peu moins que l'année dernière, mais voilà, hélas, moi, je dois rendre l'antenne pour le moment, mais sinon, trouver un autre moment dans l'année pour se reparler en fonction de certaines choses qui arriveront plus tard, et sur lesquelles on pourra revenir. Mais en tout cas, merci Jean-François et Émile d'avoir repris le temps de discuter avec moi, et puis on se dit à une prochaine fois. Ciao. Merci Arnaud, à bientôt. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas de le faire savoir. Vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous, le conseiller à tous vos amis qui sont professionnels également du milieu du livre, et vous pouvez nous soutenir également sur Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, et à bientôt.